Aujourd'hui, je vais te révéler ce que j'ai exactement dans mon portefeuille d'investissement personnel. J'ai 27 ans, je suis entrepreneur aux États-Unis et j'ai aujourd'hui une société qui vaut plus de 33 millions de dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque actif a sa propre raison, sa propre stratégie et sa propre histoire. Et ce que je vais te dire pourra potentiellement te donner des idées d'investissement dans de nouveaux actifs. Le dernier actif que je te présente est le plus intéressant avec le plus gros upside. Alors reste bien jusqu'à la fin. Premièrement, j'ai près d'1 million de dollars qui est bloqué sur une plateforme de foreign exchange appelée Samtrade. Pour ceux qui ne connaissent pas, le foreign exchange est une plateforme où on échange et on achète et on revend des devises appelées des CFD, Contract for Difference, et ces contrats avec de l'effet levier permet de générer de l'arbitrage de manière manuelle ou de manière algorithmique. En effet, j'ai démarré le trading sur le foreign exchange il y a maintenant 8 ans et cette plateforme malheureusement a été mise en examen pour trading irrégulier depuis les 2 dernières années sur lequel je suis en attente de retrouver mon capital. Alors, le problème que j'ai retrouvé sur le foreign exchange depuis les 6 dernières années, c'est que beaucoup de plateformes algorithmiques ou même manuelles sur du copy trading donnent un track record de 2, 3, 4, 5 ans avec des rentabilités de 2 à 5% mensuels. Mais souvent, il y a des problèmes en termes de la liquidité du capital parce que beaucoup de plateformes ne sont pas régulées. Et en deuxième, les algorithmes ou les tradings qui copient les trades d'autres traders sont souvent avec de l'effet levier, ce qui augmente le risque considérablement. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur Samtrade. En 2021, ils ont été mis en examen à Singapour et une saisie de tous les capitaux des investisseurs a été faite, ce qui permet maintenant de sécuriser les capitaux, mais c'est une lawsuit qui prend maintenant plus de 3 ans et sur lequel on n'a pas de vision claire sur quand nous allons récupérer nos capitaux. La leçon à apprendre ici, c'est que j'aurais dû analyser la plateforme sous la forme de ses régulations et comment les capitaux sont managés en termes opérationnels. Je pense que cet investissement n'était pas un échec, mais simplement une leçon de vie sur mes prochains investissements. Maintenant qu'on a vu ce premier actif qui me rapporte énormément d'argent, je rigole bien évidemment, nous allons passer au deuxième actif. Power 40, ma salle de sport en Bolivie. J'avais d'un côté Alex Hormozy qui faisait beaucoup de content sur le fitness et les salles de sport et de l'autre, ma copine qui me disait que c'était son rêve d'ouvrir une salle de sport. On a décidé de prendre un concept qui était à Miami, c'est-à-dire 4 stations d'entraînement avec 3 exercices et de faire rentrer 9 personnes tous les 10 minutes avec plus de 560 personnes qui peuvent s'entraîner par jour pour pouvoir développer un logiciel en interne avec mes développeurs et pouvoir tout simplement ouvrir sur un marché qui est différent. En l'occurrence, sachant que ma copine est 2e en termes d'influenceurs de fitness en Bolivie, on a décidé de pouvoir ouvrir directement dans la ville de Santa Cruz, Bolivie, car elle avait un gros réseau de gens qui la suivaient. Alors, nous avons investi 80 000 dollars avec ma copine pour pouvoir démarrer cette salle de musculation. C'est une salle de musculation de 200 mètres carrés où on fait 4 stations. Chaque station a 3 exercices et chaque station dure 10 minutes. C'est un workout de 40 minutes sur lequel le but est de brûler 400 calories. C'est un système qui n'existait pas en Amérique latine et donc ce market gap nous permettait d'exploiter un potentiel business model qui va se développer énormément sur les années à venir. Aujourd'hui, on a démarré en août 2024. On varie entre 170 jusqu'à 250 clients pour les meilleurs mois, d'accord? Et on est sur un profit qui varie entre 2000 jusqu'à 3500 dollars par mois net, sans forcément que je travaille dans ce business, sachant qu'on a un directeur qui s'occupe de A à Z de la finance, du marketing, des ventes et de l'opérationnel. Ce qui est intéressant, c'est que les salles de musculation sur les États-Unis, en tout cas pour acheter une franchise, coûtent entre 200 jusqu'à 350 000 dollars. Et donc, grâce à mon background en computer science, on a pu économiser énormément sur le développement du logiciel. Et aujourd'hui, le but est de monter rapidement entre 350 jusqu'à 500 clients de membership. Le troisième actif que j'ai acheté, c'est un boring business. Et je t'expliquerai après pourquoi j'en ai fait ma spécialité. Il s'agit ici de 4 barbershops, salons de coiffure, en Bolivie. J'ai acheté les 4 barbershops courant 2024-2025. Le premier m'a coûté 85 000 dollars, le deuxième 10 000 dollars,
le troisième 8 000 $ et le quatrième 20 000 $, pour un total de 123 000 $. Ce qui est intéressant sur les barbershops, c'est que c'est un besoin primaire. Les gens se coupent les cheveux aujourd'hui et se coupent les cheveux demain ou bien dans 10 ans. Je paye non pas des salaires, mais une commission à mes 18 barbeurs, 50% à la fin de la journée de toutes les coupes qu'ils ont fait. C'est quelque chose qui se fait énormément en Amérique latine. Sur cet investissement de 123 000 $ sur les 5 derniers mois, parce que j'ai acheté le dernier en novembre 2024, eh bien, ça a déjà généré 26 000 $ de profit net. Il s'agit bien d'un boring business. C'est un besoin primaire. Les gens se coupent les cheveux aujourd'hui, demain, dans une semaine ou dans 10 ans, il faudra qu'ils se coupent les cheveux. Pourquoi c'est intéressant d'acheter des boring business sur des économies un peu instables comme en Amérique latine? C'est que même s'il y a une grosse crise, les gens sont obligés de se couper les cheveux. Et d'après un sondage qui est super intéressant, 75% des hommes sont plus loyaux à leur barbeur, coiffeur, que à leurs femmes. Sur ce genre de business, il n'y a pas de croissance excessive. Par contre, c'est un boring business avec un chiffre d'affaires qui est très stable et une marge qui est connue en amont pour pouvoir tout simplement avoir des revenus réguliers. Encore une fois, sur cet actif, j'ai fait en sorte que ça soit 100% passif. J'ai un directeur opérationnel qui s'occupe de tout. Je veux juste un rapport mensuel sur le PNL pour pouvoir comprendre la santé financière de la société. Le but ici est de créer une chaîne de coiffeurs sur toute l'Amérique latine pour pouvoir développer un roll-up, c'est-à-dire de faire monter la valorisation de la holding grâce à des revenus qui sont récurrents, sachant que les gens se coupent les cheveux, en tout cas les hommes se coupent les cheveux en moyenne une fois par mois. Et le jour où nous avons acheté 15, 20, 30 barbershops, tout simplement, le multiple de tous les coiffeurs ensemble va être plus grand que la valorisation singulière de chaque barbershop. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, les barbershops que j'achète en Amérique latine me coûtent à peu près 2 fois l'EBITDA annuel. C'est-à-dire que je regarde l'état financier sur 12 mois et j'offre 2 fois ce profit annuel. Une fois que je vais pouvoir créer une chaîne et que j'en ai beaucoup plus, c'est-à-dire une dizaine ou une quinzaine, eh bien le multiple va tout simplement augmenter à x3, x4, x5 en fonction du chiffre d'affaires et de l'organisation de la société. Mon objectif personnel est de pouvoir valoriser à minimum x5 ma chaîne de coiffeurs en Amérique latine d'ici 4 à 5 ans. On passe maintenant à ma dernière acquisition qui s'est passée vendredi dernier. J'ai racheté une société de costumes personnalisés que vous pouvez voir ici. J'étais client depuis 1 an et demi. J'ai racheté pour 95% de la société pour 45 000 $. Sachant que la société en 2024 a généré 40 000 $ de profit et qu'on voit bien une trend qui est haussière sur les bilans financiers, eh bien j'étais très confiant que le marché local va pouvoir continuer à se développer organiquement. Mais en plus de ça, nous avons mis en place une stratégie pour pouvoir ouvrir le marché américain et pouvoir bénéficier de ce market gap, sachant que ce genre de costume n'est pas disponible, par exemple, à Miami, en tout cas pas sur les prix auxquels je vais pouvoir exercer mes prix de revente de costumes. Ce qui était intéressant sur ce rachat de société, c'est que j'ai vu directement dans les bilans qu'il y avait presque aucun marketing. C'est-à-dire qu'ils vendaient entre 50 à 60 costumes de manière organique depuis les 3 dernières années. Quand je vois une société qui n'a aucun marketing, ça veut dire qu'il y a du bouche à oreille, ça veut dire que le produit ou le service est bon. Et donc, en appliquant une stratégie de marketing pour avoir plus de eyeball sur le produit et le service, tout simplement, on va pouvoir décupler le chiffre d'affaires et la valorisation de la société. Ce qui est intéressant, c'est que ce genre de costume avec une toile anglaise, espagnole ou italienne va nous coûter fait jusqu'à 50 $. On va pouvoir exporter directement aux États-Unis et avoir des prix qui vont varier entre 1 500 et 2 000 $ le costume. On est donc pratiquement sur un x30 sur l'export. Ce business-là, encore une fois, c'est ce qu'on appelle un market gap, import-export. C'est tout simplement une opportunité de marché qui est sous-exploitée. Autrement dit, c'est trouver un produit ou un service dans un endroit qui n'existe pas dans un autre endroit. C'est exactement ce que j'ai découvert en rachetant cette société. Le tailleur a un produit de qualité
sachant que j'étais client depuis 1 an et demi. Et donc, à la suite de ça, je sais que je peux les vendre directement sur un marché avec un meilleur pouvoir d'achat, sur un marché où le produit ou le service n'est pas disponible. La raison pour laquelle j'adore les market gaps, c'est que je n'ai pas forcément à réinventer la roue ou de créer un nouveau marché. J'utilise déjà des idées qui sont conçues, mais tout simplement, je l'offre sur des marchés différents. Ici, nous allons tout simplement faire une société sur le marché américain pour pouvoir développer un nouveau branding, faire des stratégies marketing avec des influenceurs, des paid ads pour pouvoir permettre de créer un chiffre d'affaires sur les États-Unis. Et sachant que une fois qu'on vend sur le sol américain, eh bien, normalement, eh bien, la valorisation de la société a un multiple qui est décuplé. Pour terminer, j'aimerais bien vous présenter une idée que j'ai eue il y a 4 ans avec mon associé qui, selon moi, a le plus d'upside, le plus gros potentiel sur les années à venir. Ici, avec mon associé, il y a 4 ans, nous avons créé dans le marché des investissements alternatifs un produit financier qui n'existait pas avant. Il s'agit de Lanquire, une société d'investissement de private equity dans le foncier aux États-Unis, mais pour les francophones. Cette société, on l'a fondée il y a maintenant 4 ans. Elle a été valorisée à plus de 33 millions de dollars et avec une croissance qui est super intéressante. Cet actif est de très loin la plus grosse partie de mon portefeuille d'investissement. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons une équipe d'exécutifs qui ont pris des positions de part dans la holding, dans la création de cette société. Je suis moi-même cofondateur avec mon associé Thibaut Guéant et on détient aujourd'hui plus de 46% de la société. Et Lanquire, c'est aussi un market gap. Cette idée, elle est venue en alliant mon background en computer science et les connaissances en immobilier de mon associé Thibaut Guéant. On cherchait un modèle de property technology, PropTech, c'est un petit peu comme une fintech, mais dans l'immobilier, pour pouvoir se développer dans tous les États-Unis. On a découvert très rapidement en 2020 que l'open data nous permettait de contacter tous les déteneurs de foncier aux États-Unis. Nous avons donc mis en place un système innovateur pour faire ce qu'on appelle du semi-pricing de foncier. C'est-à-dire pouvoir mettre un prix sur une lettre d'intention et pouvoir l'envoyer de manière massive partout aux États-Unis sur les terrains sur lesquels nous sommes intéressés. Nous avons eu un feedback positif très rapidement avec nos investisseurs francophones, sachant que c'était un produit financier qui n'était pas disponible jusqu'à aujourd'hui pour de l'investissement alternatif. Nous sommes structurés aujourd'hui sous forme d'une fiduciaire, c'est-à-dire qu'on source les terrains, on gère la transaction, on gère les permis jusqu'à la revente du terrain et on partage les profits avec nos investisseurs. Notre stratégie a été raffinée sur les 4 dernières années. On envoie aujourd'hui entre 2 à 3 000 offres par semaine, ce qui permet de centraliser dans un CRM la data des vendeurs, c'est-à-dire qu'on obtient cette data et on essaie de l'utiliser de la meilleure manière possible. Derrière, de la même manière qu'on a créé le business model, on étudie des market gaps sur ces terrains, c'est-à-dire comprendre quels sont les terrains qui sont sous-utilisés, sous-évalués et qui vont pouvoir avoir une augmentation de densité dans le PLU de la ville ou du comté. Bien évidemment, on se focalise sur les États sur lesquels les permis sont les moins compliqués ou en tout cas les plus faciles à obtenir. Et puis ce système nous permet tout simplement de doubler voire tripler la valeur foncière assez rapidement. Souvent ça compte sous forme de 12 mois de permis et derrière une phase de revente à un constructeur, développeur qui cherche à faire la construction horizontale et verticale. Ce processus nous permet d'avoir un service clé en main pour nos investisseurs francophones, sachant que nous avons internalisé beaucoup d'experts et derrière pouvoir créer des rentabilités qui sont bien au-dessus du marché. Ce qui est intéressant dans cet actif, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre quoi que ce soit au niveau opérationnel, sachant que mes équipes s'occupent de tout de A à Z pour nos investisseurs. En l'occurrence, nous avons notre 15e portefeuille dans le Texas, à côté de San Antonio, qui va être ouvert au public dans moins de 2 semaines. On parle ici de 80 acres qu'on va découper en 534 lots. Si tu souhaites diversifier sur une classe d'assets alternatifs et te multibancariser sur plusieurs devises, n'hésite pas à contacter nos équipes pour pouvoir obtenir les bonnes informations
au bon moment. Il y aura le lien dans la description. Pour conclure, je pense que pour pouvoir faire des bons investissements, il est important de comprendre le sous-jacent dans lequel vous investissez, ainsi que le degré de risque en fonction de la dette ou de l'effet levier qui est appliqué, et bien évidemment travailler avec des gens de confiance qui sont sérieux sur le long terme et qui ont déjà créé un track record. Comme tu l'as pu le comprendre dans cette vidéo, je cherche à acheter du private equity. Je n'ai aucune expérience sur du public equity, sachant que je n'ai pas mon mot à dire sur le développement. Je suis aujourd'hui jeune, actif et j'ai envie de pouvoir apporter pour pouvoir valoriser le temps et l'argent que j'investis. Je suis en création de valeur sur les 10 prochaines années. Que ça soit la salle de sport, les barbershops ou bien l'Enquire, eh bien je détiens des parts dans ces sociétés sur lesquelles je peux appuyer mon expertise pour pouvoir développer le business le plus rapidement possible. Dans les prochaines vidéos, je t'expliquerai plus de stratégies sur comment sourcer des sociétés, comment sourcer des actifs, comment savoir si c'est un bon investissement, diversifier dans le dollar, comment optimiser sa fiscalité, beaucoup de vidéos pour pouvoir t'aider à développer un patrimoine à succès. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Et n'oublie pas, nous avons un nouvel actif de foncier qui va être disponible sur les 2 prochaines semaines, sur lequel tu vas pouvoir investir en tant que co-associé avec moi et mes équipes.